Tous, bienvenue sur ce nouveau live. Alors donc je me présente, Judith Partouche-Seban, professeure associée en marketing à PSB et titulaire de la chaire Living Health. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Alain Toledano, oncologue et président de l'Institut Raphaël, pour parler de l'expérience patient durant cette crise du Covid-19. Bonjour Alain. Bonjour Judith. Merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec nous sur ce sujet. Alors Alain, en quelques mots sur l'Institut Raphaël. Donc l'Institut Raphaël, c'est une structure qui propose des programmes médicaux et paramédicaux adaptés à des patients atteints d'un cancer pour les suivre tout au long de leur parcours de soins et même dans l'après-cancer, ce que vous appelez l'après-cancer, c'est-à-dire la réinsertion dans la société. Alors l'Institut Raphaël aujourd'hui est partenaire de la chaire Living Health. Et donc, nous travaillons aujourd'hui notamment sur la notion d'expérience patient, qui, je le sais, est une préoccupation majeure pour tous les soignants d'Institut Raphaël aujourd'hui. Alors, ma vision de l'expérience patient, et après tu me donneras ta propre vision de professionnel et d'expert sur le sujet. Ma vision de l'expérience patient, c'est l'idée vraiment d'aller au-delà du soin, de s'intéresser à l'individu, à son bien-être, à sa qualité de vie, à ses projets de vie, à ses émotions. Et du coup, je me suis posé la question, l'expérience patient, elle a peut-être d'autant plus de sens aujourd'hui dans ce contexte qui est particulièrement difficile pour nous tous, et j'imagine d'autant plus lorsqu'on vit cette maladie. Voilà, un contexte qui est particulièrement anxiogène. Donc, ma première question pour toi, c'est quelle est la place, selon toi, de l'expérience patient dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y a une sensibilisation particulière à l'égard de l'expérience patient aujourd'hui? Bon, merci d'abord Judith et on va répondre à cette question. C'est vrai que la redéfinition de ce qu'est l'expérience patient va nous permettre d'appréhender les contours de ce qu'on attend pour ce live. Alors, l'expérience patient, c'est toutes les connaissances qui vont être acquises par le patient. En règle générale, on parle souvent d'expérience patient concernant la maladie, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet avec PSB aujourd'hui, c'est plutôt la gestion de cette maladie-là. Ensuite, quand on parle de l'expérience patient et qu'on se soucie du patient, est-ce que c'est le patient en tant que malade ou est-ce que c'est le patient en tant que personne qui est malade? Et auquel cas, ça va élargir notre spectre. Alors, je prends un exemple. Si on se souciait, ce qui n'est pas notre cas, de l'expérience de maladie, et quelqu'un a une douleur. Dans la douleur, il y a une composante physique qui va être traitée par des médicaments, et il y a une composante cognitive, le fait de savoir que tu as mal. Donc, tu vas avoir une souffrance supplémentaire, et si tu veux traiter cette douleur, tu vas essayer de donner de l'espoir au patient. Cette douleur va passer, on va expliquer les traitements et on va rentrer dans une dynamique. Dans l'expérience patient telle que nous, on la conçoit, tu as un côté expérientiel, service, c'est-à-dire de considérer le patient pas comme un consommateur de santé, mais comme une personne qu'il va falloir prendre en charge avec une dimension cognitive, une dimension affective et de façon pleine et complète. Et aujourd'hui, la multitude de l'offre de soins, des établissements, le libre choix de chaque patient fait qu'on doit considérer le patient dans un circuit de soins comme un consommateur dans une économie de marché. Alors ce Covid, pour nous, pour PSB, pour l'Institut Raphaël, il aura été bénéfique. Pourquoi? Parce que chaque personne, elle se sent aujourd'hui un malade potentiel, même ceux qui n'ont pas été atteints par le Covid. Les gens ont tellement peur d'être malades qu'ils ont développé pour beaucoup le statut de malade. Et ils attendent du système de soins quelque chose. Et ils voient que le système de soins, souvent, est en panne. Et donc, ils vont réfléchir comme des patients. Donc, la société entière est patiente et elle réfléchit comme des patients. Donc, l'expérience patient aujourd'hui, c'est vraiment important de le valoriser et de démontrer la manière avec laquelle on fait avancer les choses. Alors, vous avez des gens qui ont un confinement enchanté, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du temps, l'introspection, retrouver leurs proches, lire, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, renouer des contacts. Et puis vous avez des gens pour qui c'est une double peine parce qu'ils ont une situation traumatique, un inconfort social, des difficultés financières. Et donc ce Covid-19, pour l'expérience patient, c'est fondamental. Et donc on a hâte de rentrer dans ce sujet expérientiel. Alors, donc, dans ce confinement, c'est une situation qui est particulièrement difficile. Quels sont aujourd'hui les effets que tu as pu constater, les effets psychologiques sur les patients de ce confinement, de cette crise, et qui du coup nécessitent peut-être une prise en charge particulière ou supplémentaire dans le cadre de l'expérience patient?
C'est souvent pour essayer de rapporter ces questionnements du confinement par rapport à ce qu'on Oui. fait toute l'année, c'est-à-dire l'expérience patient. En fait, on doit toujours se positionner par rapport au risque. Quel est le risque et quelle est la perception du risque? Aujourd'hui, c'est pareil. Avec l'infection au Covid, le confinement, on nous a cantonnés dans l'espace. Donc, en réduisant notre espace, il y a eu des comportements différents en fonction des profils de personnalité, de l'espace dont on disposait, de la manière dont on était préparé ou pas à ça. Aujourd'hui, la notion de perception du risque, ça fait appel à une notion de ressenti et d'émotion. Et donc, on a la composante très raisonnable au confinement, on a bien compris, mais on a la composante affective. Et dans l'expérience patient, la composante affective, elle est majeure. C'est ce qu'on développe toute l'année avec PSB. Comment on va faire du traitement sentimental? Comment on va faire en sorte que l'humeur, c'est-à-dire des émotions répétées qui sont déclenchées en permanence, elles soient plutôt encourageantes, enthousiasmantes et positives que décourageantes, négatives. Alors, on doit travailler sur les émotions et cette composante affective. Et c'est ce travail expérientiel qui va nous permettre, pendant le confinement comme après, de favoriser, d'optimiser une expérience. C'est quoi une émotion? Une émotion, c'est une réaction neurophysiologique aiguë qui dure quelques minutes, qui n'est ni positive ni négative. Elle peut être ressentie comme positive ou négative. Elle peut s'accompagner de manifestations physiques, les palpitations, les rougeurs, l'énervement, etc., qu'on va refouler ou pas. Mais l'émotion, elle est passagère. Par contre, un sentiment, c'est un état affectif plus chronique qui peut être fait d'émotions paradoxales. C'est-à-dire, je suis content d'être confiné, ça me protège, mais j'en ai ras-le-bol. Et ce sentiment, c'est un état affectif plus chronique. Il y a des gens qui vont développer pas simplement des émotions négatives transitoires, mais des vrais sentiments complexes, des dépressions, des déprimes. Et donc, notre travail aujourd'hui, c'est d'arriver à réguler les émotions, traiter des sentiments, comme ce qui se passe quand un patient est malade, qu'il a des ressentis négatifs. On va devoir traiter sa peur et en travaillant avec des outils comme l'environnement et toute la prise en charge globale dont on va parler. Mhm. Et pour les proches, j'imagine on a le même type de comportement, même type d'appréhension, de peur pendant cette crise. Il y a beaucoup d'histoires en fait mentales, la mentalisation, l'imaginaire. C'est sûr que si tu associes un confinement spatial, je dirais, à la diminution de risque d'être atteint d'une maladie invisible dont tu as peur, à ce Mm, moment-là, le confinement a un côté positif et tu vas mm, pouvoir regarder le confinement de façon, entre guillemets, positive, bienveillante. Alors que si le confinement, il a cassé tes projets de vie, il a détruit ton commerce, ou ce que tu as capitalisé pendant quelques années, il t'a coupé de tes amis, ou il y a une double peine parce que tu t'es désocialisé à une période où tu avais besoin de retrouver du lien, à ce mhm. moment-là, le confinement va être négatif. Donc, il y a beaucoup une question d'imaginaire, de mentalisation, De de perception. perception, et Mhm. sur tout ce qui est expérientiel. Alors nous, c'est sur l'expérience patient, on y travaille. En entreprise, c'est l'expérience client. On va devoir avoir une approche qui est très mentale, très structurée. C'est intelligent, mais c'est beaucoup émotionnel. C'est une intelligence Ouais. émotionnelle aussi. Mhm. Et alors, je sais qu'à l'Institut Raphaël, vous avez mis en place pas mal de téléconsultations pour garder le lien à distance. Dans l'expérience patient, on parle beaucoup de l'engagement du patient, on parle beaucoup de patient expert aussi, c'est un terme qu'on retrouve souvent. On parle d'un patient qui est co-créateur de sa prise en charge. Est-ce que cet engagement, depuis le début de la crise, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un engagement de la part du patient qui a évolué? Est-ce qu'il est plus fort, moins fort? Est-ce qu'il est différent? Voilà, est-ce que le patient a peut-être mis en place des mécanismes de défense durant cette crise qui fait qu'il a peut-être coupé le lien ou en tout cas diminué le lien avec ses soignants? Comment se passe l'engagement des patients depuis le début de la crise en fait? Alors en fait, encore une fois, bon, cette crise, elle nous fait parler, hein. On a plusieurs attitudes. Vous avez des gens qui étaient malades, qui nous disent, vous savez, docteur, ça fait quand même 9 mois que je me suis auto-confiné. C'est-à-dire que ma maladie, je l'assumais à peine. Je voulais pas assumer le regard des autres qui me regardaient comme un malade. Donc je me suis exclu de mes milieux amicaux, de mon travail. Pour certains, ils ont vraiment aussi arrêté de travailler parce qu'ils ont pas su vivre leur maladie dans leur vie actuelle professionnelle. Et donc ces patients se disent bon bah maintenant je peux dormir si je veux, si je suis fatigué, je me recentre sur moi-même, on me juge pas puisque tout le monde est confiné.
finalement, ça justifie mon confinement à moi. J'y trouve plaisir, je m'occupe. J'ai des outils de téléconsultation quand j'ai besoin d'aide, mais avec les réseaux sociaux, les outils modernes, je vais pouvoir arriver à travailler sur mes émotions, mon bien-être, mon activité physique. Donc ça, c'est plutôt le côté positif pour certains. Pour d'autres, ils vivent l'exclusion doublement, parce que déjà, ils tenaient sur un petit fil. Et c'est vrai que la déprime, l'isolement, c'est compliqué. Ensuite, sur le plan psychologique, vous avez des gens, et ça c'est ce qu'on a vu récemment, on était étonnés parce qu'on a fait une enquête, on a passé 2000 heures au téléphone avec 1000 patients. Vous avez des gens qui ont redécouvert la vie, paradoxalement, après une expérience négative qu'est le cancer. Alors, ils se sont dit finalement jusqu'à présent, j'avais un métier que j'aimais pas trop, qui était basé finalement sur le matériel, etc. Et j'ai envie de donner un sens à ma vie. Et donc, ils se sont dit, plutôt que de tourner autour de moi-même, la gloire, l'argent, la reconnaissance, le travail, j'ai pris conscience que j'étais faillible, que ma vie, elle n'était pas indéfinie, et donc je me suis tourné vers l'autre. Donc il y a plein de gens, lorsqu'ils ont été soumis au traumatisme d'une maladie, qui ont redéveloppé ce sens de l'autre. Et aujourd'hui, avec ce Covid, l'autre, il est un peu devenu aussi le contaminant. C'est celui qui nous infecte. Et on va voir qu'il y a des conduites nouvelles, de repli sur soi, d'isolationnisme. Et donc, les gens ont tendance à se séparer. Quand tu passes dans la rue et tu tousses parce qu'il y a du pollen, on va croire que tu es un agent infectieux déguisé C'est ça. et on va avoir une réaction de rejet. En plus, les gens, tu es masqué, donc on va pas voir toutes tes expressions de visage. Donc les gens se repoussent. Quand moi je suis rentré acheter un sandwich, il y avait 2 personnes dans un magasin. Je suis rentré, j'étais le troisième, je me suis fait engueuler parce que j'avais pas vu que c'était limité à 2 personnes. Et donc c'est assez violent, socialement, c'est assez violent. Je pense que sur le plan expérientiel, on est dans une phase de sortie de traumatisme qui va être un peu complexe. Et ce qu'on fait avec PSB, en expérience patient, c'est qu'on travaille sur la résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un traumatisme, qui est médié par le sens qu'on va donner aux choses, par la meilleure gestion des affects, par l'interaction avec l'environnement. Et c'est là où il va nous falloir être très fort pour arriver à traiter de façon fine la résilience d'après-Covid, comme on le fait avec la résilience d'après-cancer. Donc, notre expérience patient à nous, avec les patients atteints de cancer, elle va servir à tous les patients potentiels du Covid ou ceux qui se sont sentis vulnérables par rapport au Covid. Et en même temps, c'est une majorité de personnes. Oui. Et du coup, donc tu parles de résilience. Est-ce que enfin, j'imagine justement dans cette crise que les patients qui ont vécu le traumatisme du cancer ont des ressources que des personnes qui n'ont pas vécu cette maladie n'auraient pas. Peut-être qu'ils arrivent mieux à gérer leurs émotions, peut-être qu'ils ont une capacité à, voilà, à faire face aux difficultés, à l'incertitude que d'autres n'auraient pas. Est-ce que ça se ressent, ces ressources qu'ils auraient supplémentaires par rapport à d'autres? La prise de conscience, d'abord, effectivement, il y a des résiliences collectives. C'est-à-dire que la collectivité des patients qui a été fragilisée par une maladie et qui a connu consciemment la peur de mourir, la peur de souffrir, qui a su trouver les ressources, mobiliser ses forces intérieures et trouver les armes pour se dire on est vivant et c'est très bien, et comment on va organiser notre quotidien pour les équilibres de vie, se faire plaisir. Tous ces gens-là qui ont été fragilisés considèrent pas que la santé, c'est l'absence de maladie. Là, beaucoup de gens avec le Covid se disent finalement, soit je suis malade du Covid, soit je suis pas malade. C'est assez binaire. Mais c'est beaucoup plus élaboré, se sentir en bonne santé. Parce que tu peux ne pas avoir le Covid et ne pas te sentir en bonne santé. Tu peux avoir un cancer et te sentir en bonne santé. Parce que la santé, c'est la santé émotionnelle, des équilibres sur lesquels tu vas travailler, la santé psychologique, la santé sociale, la santé sexuelle. Donc il y a des gens chez qui on a déjà mobilisé leurs ressources, qui vont être capables d'affronter beaucoup plus finement une autre période de traumatisme. Par contre, à l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas réglé leur premier traumatisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es soumis à quelque chose de difficile, un traumatisme, pour le régler, il va falloir que tu te préoccupes de l'ancien traumatisme, que tu t'es avoué ou pas, que tu as réglé ou pas, parce que sinon, ça passe pas. Donc, il y a des gens pour qui, avec le Covid, on a réouvert une case du cancer qui n'était pas réglée, qu'ils ont enfoui. Ah, donc ça Donc, il y a ceux qui auront ressurgit fait. avec le Covid.
ça ressurgit. Et pour D'accord. traiter le traumatisme du Covid, il va falloir essayer de travailler sur le traumatisme précédent qui n'est pas réglé. Alors, ça peut être le D'accord. cancer, ça peut être une violence conjugale, une situation incestueuse dans l'enfance, enfin, tous les traumatismes sont reliés. Donc, en fait, l'amélioration du traumatisme mental, c'est vrai que les gens sont confinés, il y a moins d'accidents de la route. Mais ce n'est pas la traumatologie orthopédique le problème, c'est la traumatologie mentale. Mental, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce confinement spatial, il aura impliqué que les gens vont aller profondément ou pas faire le ménage à l'intérieur d'eux-mêmes. Mm. Il y a des outils qui vont nous permettre de favoriser ces expériences, de créer une humeur positive, de créer du bien-être. Vous savez qu'il y a les émotions primaires, hein, la peur, la joie, la surprise, le dégoût. Et il y a les émotions sociales qui donnent les émotions d'arrière-plan, l'embarras, la gratitude, l'empathie, Ok. etc. Enfin, toutes ces émotions. Donc, on a un champ émotionnel qui est plus propice à émerger dans ces périodes difficiles. Et ce qu'on fait toute l'année avec l'expérience patient, c'est qu'on essaye de traiter des sentiments négatifs, d'apporter du sentiment positif en manipulant des émotions. Et tout ça, nos outils, c'est des mots, c'est des postures, et c'est aussi du temps. Il faut donner du temps à chacun. Un temps qui est important pour l'écoute, il y a une qualité d'écoute, il y a un temps d'écoute. Et puis, parfois, des nouveaux outils. Alors, je ne parle pas forcément de tout ce qu'on met en place, les outils numériques pour arriver à être présent chez l'autre. C'est aussi des outils qui nous permettent d'appréhender l'autre de façon globale, pas que comme un malade, comme un corps. Une vue à 360, où on considère un individu de façon globale pour arriver à trouver des équilibres. Et en l'occurrence, par exemple, sympathique, c'est arriver à bien manger, à faire du sport, à soigner le sommeil, arriver à donner des conseils pour limiter les insomnies, travailler sur les temps d'écran, arriver à écouter de la musique, redonner goût, parce que les sens, c'est très important. La privation des sens, ça génère la vulnérabilité. Donc en fait, on va redécouvrir simplement tout ce qui fait que notre cerveau peut être dans un état d'enchantement ou à l'inverse peut se sentir en prison. Mm. Et les patients, c'est pareil finalement. On va traiter la population aujourd'hui comme on est obligé de traiter les patients tout le temps parce que les patients entrent en confinement en permanence. Là, la société est en train de s'en rendre compte. De s'en rendre compte, exactement. Ok. Et alors, on a beaucoup parlé des patients. Si on parle maintenant des soignants, est-ce qu'il y a une résilience des soignants? Est-ce qu'il y a une résilience de l'organisation? Alors, on a mené une étude là-dessus qui était une étude préliminaire avec vous. Mais voilà, quel a été l'enjeu? Quels ont été les enjeux pour les soignants pendant cette période? Et puis, du coup, les enjeux à venir pour éviter une rupture potentielle dans le parcours de soins, pour essayer d'optimiser les outils, pour mieux suivre les patients face à cette crise. Voilà, du côté des soignants, est-ce qu'on peut parler de résilience aussi? Alors, je vais répondre avec une double casquette, celle de cancérologue, technicien qui a monté une unité Covid avec des aides-soignantes, des infirmières, des réanimateurs, et celle de l'Institut Raphaël, qui est un centre de soins où on accompagne le patient de façon globale avec des psychologues, des nutritionnistes, des musicothérapeutes, des acupuncteurs. Mm. Donc, c'est vrai que dans les systèmes, dans les établissements de soins, il y a une espèce de management et une hiérarchie pyramidale. Donc, des fois, l'idée de l'aide-soignante, elle remonte pas, même si c'est une très bonne idée, parce que c'est organisé de façon très pyramidale. C'est malheureux, mais ça étouffe les bonnes volontés. Oui. Là, on a mis en avant dans l'imaginaire collectif le courage, et c'est un réel courage, de soignants qui s'exposaient au virus. Donc, on a redonné un peu d'énergie à des soignants qui n'étaient pas forcément bien traités dans l'imaginaire, dans le leur en tout cas, et collectivement qui ne sont pas forcément valorisés. Donc, on a eu un effet positif sur la plupart des soignants. Ensuite, on a pu démontrer qu'il y avait des process, de la technique, des respirateurs, des organisations de travail, des moyens. La France a assuré. Et ça, c'est très important. Donc, pour le système de soins positif, pour les endeuillés, on pleure nos endeuillés parce qu'on en a tous eu, on a perdu des patients et des proches. Maintenant, on va continuer à vivre. Il va falloir vivre mieux. Concernant les autres soignants, les paramédicaux, les oubliés, vous savez qu'en France aujourd'hui, il y a 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. On peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. Est-ce que le sujet du jour, c'est de mettre tout le monde sous antidépresseur
ou arriver à travailler sur les traumatismes des soignants, des patients. Donc en fait, dans ces structures comme l'Institut Raphaël, puisque la question c'était la résilience, il va falloir qu'on travaille sur nos organisations et PSB a mené une étude sur la résilience des collectifs de soignants. Il faut que chaque soignant ait un projet personnel d'épanouissement qui s'intègre dans un projet collectif. Limiter dans les systèmes de soins les organisations pyramidales. Favoriser l'innovation, se recentrer sur l'humain et pas seulement sur les process. Ne pas avoir qu'un objectif matériel, mais arriver à une bonne combinaison entre le matériel utile et nécessaire et l'humain indispensable qu'il va falloir développer en créant des valeurs nouvelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intelligence des organisations fait que on ne peut plus laisser des soignants s'isoler en burn-out, travailler seuls, sans être valorisés les uns à côté des autres. Il faut créer des collectifs et organiser des systèmes résilients qui vont permettre d'être forts et de relever des patients en détresse. Parce qu'on va avoir une société, on le voit déjà, hein, ce matin, j'ai vu 40% des patients avec des vraies dépressions. Habituellement, c'est 10 à 20%. Donc, on va avoir une épidémie de dépression. Et ça, il va falloir être armé. Et la tension que chacun va récupérer de ces difficultés, la catalyser, l'organiser de façon collective, on est plus fort à plusieurs. Et quand on est soignant, on a un peu sa technicité, mais on a surtout envie de travailler en équipe, de partager. Et le patient aujourd'hui, il ne se confie pas uniquement à un seul soignant, un médecin, une institution. Il n'est pas forcément dans l'expérience patient à cheval sur l'hôtellerie en ce moment. Pour l'instant, on a vraiment mis en exergue le côté humain et la finesse des organisations de travail qui permet à un patient de se sentir, et c'est les mots-clés, en sécurité, en confiance. Voilà. Si on arrive à créer de la confiance, vous savez que la conviction qui naît de la confiance, elle est beaucoup plus forte que les assurances qui naissent des preuves. On a vu que ce Covid a montré que finalement les gens étaient beaucoup plus à cheval sur leurs croyances et ce qu'ils croyaient que sur la science et les savoirs. Qu'importe la vérité d'une connaissance, si elle est la nôtre, si on la croit et si on la fait vérité, même sans qu'elle soit reproductible, même sans qu'on puisse la vérifier. Et donc, ça a été la formidable folie des croyances partagées à grande échelle. Donc aujourd'hui, il va falloir recréer la confiance et travailler ensemble pour arriver à créer un système de soins qui est centré sur la personne, sur chaque individu et son projet de vie, plutôt qu'un système de soins où on traite des maladies et on s'occupe uniquement des organes, des maladies, de l'infection, du Covid, du genou, du cancer. Donc s'occuper des patients de façon globale. Et c'est là où nos chercheurs en marketing, notre chaire en expérience patient, elle va être indispensable pour recréer une santé globale de demain qui correspondra à un système plus efficace, moins coûteux et qui est attendu par toute la population. Ok, merci beaucoup Alain. Du coup, je rebondis sur cette dernière idée. Finalement, les soignants, ils doivent avoir plusieurs casquettes en même temps, puisque tu parlais de la dépression, savoir traiter la dépression qui arrive en masse. Du coup, un soignant qui est paramédical, il doit être capable d'affronter la dépression d'un patient et donc sans être pour autant psychologue. Donc, il faut qu'il y ait des interactions. Je ne sais pas comment ça peut marcher et comment est-ce qu'il peut avoir ces différentes casquettes en même temps. La première idée, c'est de savoir le dépister. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un et essaye, tu lui dis est-ce que ça va bien? La majeure partie des gens, quand tu discutes 3 minutes, ils vont te dire que ça va bien. Si tu passes du temps, tu passes un quart d'heure, tu vas voir qu'il y a 50% des gens qui sont déprimés. Donc en fait, dépister quelqu'un qui essaye de masquer, c'est un peu complexe. Donc il faut avoir l'oreille, il faut avoir conscience que ça existe et qu'on n'est pas obligé de dire ce qu'on pense. Ça a l'air de rien, mais c'est la réalité. Quelqu'un qui te dit qu'il va bien, ça ne veut pas forcément dire qu'il va bien. Quelqu'un qui dort mal, qui mange moins, qui prend moins de plaisir, qui ne s'occupe pas de lui, qui ne se lave pas, qui ne se maquille pas. Tu vois dans les zooms, hein, la coloration des cheveux, les mèches, le fait de se raser. Enfin bon, on a des signes de pré-dépression qui sont assez visibles. Voilà. Donc après, on ne va pas demander à chacun de s'improviser en thérapeute cognitivo-comportemental, sachez donner des antidépresseurs, etc. Mais il faut que chacun apprenne
à analyser les comportements de l'autre et à venir en aide à l'autre. À l'autre. L'autre, il n'a pas besoin de nous uniquement quand il se casse la jambe pour lui réparer un os. L'autre, il a besoin aussi de nous, du système de santé, quand il se sent mal, quand il a rompu ses équilibres de vie. Donc dépister le mal-être, savoir aider les gens à aller mieux, à relativiser, à prendre du recul, créer de l'émotion positive. Voilà. Notre travail, ça va être de créer des émotions, de favoriser l'altérité. Et vous savez qu'il y a différentes phases, parce qu'en créant du lien, on va s'apercevoir que la même personne prise à des moments différents, elle n'est pas la même. Au début, on est souvent dans le déni. Ensuite, on est dans la révolte. C'est difficile de passer en révolte. Ensuite, il y a l'acceptation. Et il faut intervenir avant la résignation. Donc, tu vois qu'il y a différentes phases. Et donc, chacun va devoir travailler pour améliorer son comportement, je parle dans les circuits de soins et de soignants. Et donc, on va devoir avoir des collectifs. C'est ce que tu nous as bien expliqué en conférence hier, la co-création de valeurs chez les soignants et l'intelligence des organisations. Et c'est cette étude-là qui a été faite par PSB à l'Institut Raphaël qui va nous servir à créer un nouveau modèle managérial pour affronter le post-Covid. Post-Covid. Ok, merci beaucoup Alain. Du coup, on a 2 questions sur le chat. Alors, première question, savez-vous comment les patients appréhendent le déconfinement? C'est une bonne question, ça. S'il y a des confinements. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il faut qu'il y ait des confinements, parce que vous savez qu'en 2008, avec la crise, on a dû perdre 3 ans d'espérance de vie pour la planète. Donc, est-ce qu'il faut perdre des milliards d'années de vie parce qu'on ne sait pas gérer la peur? Donc, moi, je pense que maintenant, les docteurs en médecine ont travaillé, les docteurs en économie doivent travailler et on va les aider. Donc, moi, je m'engage à aller dépenser beaucoup d'argent dès le déconfinement. Il va falloir aller dépenser, on arrête de capitaliser pour rien, il faut se soucier de l'autre. On ne peut pas laisser des centaines de milliers de gens en faillite. Donc, il faut déconfiner. Comment les gens l'appréhendent? Toute nouveauté doit être appréhendée avec peur. Donc, en fait le problème actuel, c'est la peur. Alors, il y a des gens, les gens qui se sont bien confinés, ils se disent, oh, c'était une parenthèse enchantée, j'aimerais bien y rester. Les gens qui se sont mal confinés, ils ont quand même peur du Covid. Donc, finalement, quand tu cherches des peurs, tu les trouves toujours. Oui. Notre travail, c'est de traiter les peurs. Donc, il faut commencer par être juste, par essayer d'être rassurant. On n'est pas obligé de croire que la vérité médicale, c'est la vérité humaine. Donc, il va falloir qu'on commence à parler vrai et à ne pas faire que de donner des chiffres de mortalité à la télé tous les jours. Alors, deuxième question, que pensez-vous de l'impact de la médecine alternative sur les patients? D'abord, je veux surtout qu'on ne dise pas alternative, parce qu'il faut bannir ce système. C'est comme quand on dit un patient est cancéreux, son identité n'est pas définie par sa maladie. Elle n'est pas alternative, elle est complémentaire. La médecine, elle intègre les autres, elle est intégrative. C'est tous les moyens qui vont nous permettre de soulager les patients. Alors, on a des techniques hautement scientifiques, prouvées, reproductibles, un peu scientifisées, mais je veux dire, la parole, le temps, l'écoute, la qualité, même si elle n'est pas forcément reproductible de la même façon à chaque fois, ce sont des ingrédients indispensables. Donc, un temps de psychologie, un temps de sophrologue, un temps de massothérapie, mais avec une écoute active, un toucher qui va être enrobant, ça fait partie d'une médecine intégrative. Donc, les gens attendent une prise en charge globale. Ils travaillent avec leurs croyances et leur savoir, avec leur cerveau droit et leur cerveau gauche. Donc, on ne va pas scinder les médecines. D'ailleurs, les gens nous ont bien dit que quand il fallait avoir de l'espoir, on pouvait accepter des médicaments qui n'ont pas fait de preuve. Par contre, en temps normal, dès qu'on donne un médicament qui a des effets secondaires ou qu'on le change par un générique qui potentiellement peut être irritant, là, il y a des procès collectifs. Donc, en fait, on a une espèce de schizophrénie sociale. En période de peur collective, on a vu une certaine vérité des gens. Moi, je pense que la médecine intégrative et la santé globale, c'est la clé de la prise en charge sanitaire et qu'il va falloir réformer nos systèmes de soins. Donc, ne pas donner tout l'argent aux urgences et aux structures hospitalières coûteuses, même s'il va falloir les repenser, mais penser une médecine différente pour ne pas qu'on rajoute une autre crise économique à la crise économique. Ok, très bien. Dernière question. Alors, est-ce qu'il n'existe pas un paradoxe entre le fait de… Alors, on parlait tout à l'heure, le fait que les soignants doivent avoir plusieurs casquettes et être capables d'être psychologues, de repérer les signes annonciateurs d'une dépression potentielle. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement entre le fait de demander aux médecins
aux soignants de jouer les psychologues, alors que pour autant, on répète souvent que les soignants doivent être, de se détacher le plus de leurs émotions, ne pas être trop affectés par la situation, l'état des patients. La question, c'est est-ce que c'est pas paradoxal de jouer sur Ben, ces... nous, on travaille ensemble, PSB Institut Raphaël, sur l'expérience patient. Hum, Si on transpose à l'expérience client, quand tu vas dans un hôtel, tu demandes une chambre, il peut te donner la clé de la chambre avec un regard triste, sans te dire hum, bonjour, et il croit qu'il aura fait son travail. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une expérience patient favorable? C'est d'arriver à prendre un patient en charge, pas seulement sur la maladie, mais en tant que personne. Et donc, arriver à lui donner ce qu'il attend. Il va attendre un soin technique, mais il va attendre aussi une attitude qui va le mettre en confiance, qui va l'apaiser. Après, qu'il y ait des soignants qui, pour se protéger, aient des mécanismes de défense, c'est tout le sujet de la relation entre le soignant et le soigné, et la mhm. manière dont tu vas upgrader tes capacités pour arriver à donner à l'autre ce qu'il attend de toi. Est-ce qu'on attend d'un soignant un acte technique ou est-ce qu'on attend d'un soignant qui nous soigne? Quelle est la différence entre soigner et prendre soin? Hum, C'est un peu ça le sujet. hum, tout à fait. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps? Oui. Alors, quelle sera l'expérience patient pour les malades du Covid pour lesquels les durées de convalescence sont dites longues? Oui. Alors, euh, on ne peut pas prédire à l'avance ce que ça sera, puisque c'est un phénomène nouveau. Hum, On s'engage à se mettre dans des conditions d'observation rigoureuses, donc à créer des cohortes. Donc nous, notre entreprise sociale, qui est l'Institut Raphaël, où tous les soins sont gratuits, on offre les parcours d'accompagnement. On a décidé, par exemple, d'offrir pour 1000 patients 5000 soins d'accompagnement qu'on va évaluer pour démontrer qu'en accompagnant les gens en post-Covid, c'est mieux que si on les accompagnait pas. Et les accompagner en nutrition, émotion, activité physique et bien-être. Et tout ça, ça va être évalué avec le côté expérientiel. Qu'est-ce qu'on en retire de positif et quel stress on va éviter à l'inverse. mhm, Voilà. Donc on ne peut pas répondre à l'avance sur qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, la longueur, elle dépend de nos armes, pas uniquement notre tempérament, notre caractère. Mais on a façonné ou pas des armes intellectuelles, cognitives, affectives, de distanciation, de prise de recul, de raisonnement alternatif. Certains vont raisonner par analogie, d'autres. Bon. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder chaque patient de façon personnalisée. Quand vous faites, quand une entreprise vend la même chose à tout le monde de la même façon, elle se plante. mhm. Si un système de soins traite tous ses patients de la même façon parce qu'ils ont un corps, oui, d'accord, ils ont peut-être un corps, mais ils n'ont pas le même cerveau, ils n'ont pas le même corps. Et donc, la médecine personnalisée, ça va être la marque des structures et des établissements et des soignants qui réussissent. Et un système de soins malade, c'est un système de soins qui n'irait pas vers un traitement personnalisé de ces traumatisés, de ces patients. Très bien. Merci beaucoup, Alain. On entend un peu. Merci beaucoup. Je me permets d'intervenir, Alain. Je voulais te remercier. Voilà, j'écoutais très très sagement cette conférence. Je me suis mis justement de côté parce que tu le sais bien, Alain, je bois tes paroles et je bois ceux de Judith à chaque fois. C'est un sujet qui nous passionne et encore une fois, à Paris School of Business, on est fiers, voilà, d'être partenaire de l'Institut Raphaël et de faire en sorte que nos enseignants-chercheurs apportent leur expertise en matière d'expérience patient et tu as réussi à faire basculer le marketing, l'expérience client, marketing patient. En tout cas, bravo. Voilà, on continue à renforcer ce partenariat. Merci, merci de nous protéger, continuez à nous protéger. Voilà, et encore une fois, bravo à toutes et à tous. Merci beaucoup Armand, merci à tous de votre investissement. Je sais que vous avez œuvré pendant longtemps pour créer cette chaire innovante, donc on s'engage à la faire fructifier et on prend autant de plaisir à voir quelqu'un qui est rentré en réanimation et qui en ressort à cause du Covid-19 qu'à voir quelqu'un qui était déprimé, qui ressort avec le sourire et qui est à nouveau capable de profiter de la vie parce qu'on a fait attention à son expérience et son terrain de vie. Merci beaucoup, Alain. Merci, au revoir. Allez, À salut, à bientôt. bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.